Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la deuxième édition de ce truc là. C'est fait que le titre est un tout petit peu mensonger puisque c'est les livres les plus vendus du monde, deuxième édition, donc les livres les plus vendus du monde, mais pas trop parce que je vous ai déjà réellement présenté les plus vendus du monde. Dans la première édition, je vous ai présenté du numéro 1 au numéro 14 d'après Sens Critique, voilà, qui a fait un article là-dessus. Alors il n'était pas tout à fait à jour en 2025, peut-être que ça a un petit peu bougé, mais je pense pas que les 15, 20, voire même 50 premières pages de livres vendus aient réellement changé depuis que l'article a été écrit. Et dans la première édition, je vous avais proposé de faire les livres les plus vendus sur les années 2000, les années 2010, etc. Je veux le faire vraiment, et l'une d'entre vous au moins m'a dit en commentaire que ça l'intéressait, donc je vais le faire. Mais ça prend un peu plus de temps, parce que là j'ai trouvé un article qui liste tout simplement les livres les plus vendus du monde. Ok, très bien, j'ai juste à vous les donner, puis à vous dire si je les ai lus, si je les ai pas lus, etc. etc. Sauf que pour la tranche 2010 par exemple, ou la tranche 2000, bah ça existe pas vraiment, enfin genre c'est un peu compliqué, donc il faut que je fasse un peu plus de recherche et je réfléchisse un peu plus à comment trouver ça et comment vous le donner. Donc je me suis dit en attendant on va refaire une deuxième édition des livres les plus vendus du monde, et peut-être qu'à la rentrée, courant du mois de septembre ou alors d'octobre, je ne sais pas, j'aurais pris le temps, notamment au mois d'août, de faire ça, pour le faire en vidéo, mais là pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que mes mois de mai et juin et même un peu juillet ont été quand même un peu chargés pour moi. Mais je ferai ça plus tard. C'est noté dans un coin de ma tête, en idée de vidéo, etc. Donc ce sera fait, je pense. Enfin, si j'arrive à avoir une liste, un truc à vous présenter, un truc crédible et correct, on va dire. Si c'est pas le cas, je vous dirai en vlog que je le fais pas, si j'y pense. Mais bref, voilà. Donc, Sens Critique, le numéro 15, on va partir de là. Je pense que je vais faire les 15 suivants, du 15 au 29 du coup. Ça me paraît à peu près cohérent de faire comme ça. Peut-être que je ferai une troisième, une quatrième édition, je ne sais pas, pour tout vous dire. Je ne sais même pas combien il y a de livres de présenter dans ce top. Peut-être qu'il n'y en a que 30 et je m'arrêterai au 30e du coup parce que je peux pas aller plus loin. Je ne sais pas, mais je trouve ça cool. Dans la première édition, j'ai découvert des livres que je connaissais pas du tout. Des livres chinois ou asiatiques plus largement notamment. Qui sont des grands livres apparemment là-bas, mais que nous, enfin que moi en tout cas, je connaissais pas. Là, les trois premiers que je vois à l'écran, il y en a un que je connais pas et les deux autres que je connais. Bref, donc on y va, c'est parti. Je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos du site si jamais. En fait, je viens de me rendre compte que je vous ai déjà parlé du livre numéro 15, donc dans la première édition, je vous ai parlé des livres du premier au 15. Ça me paraissait aussi bizarre que je me sois arrêtée au 14, d'ailleurs je vous remettrai cette vidéo en barre d'infos. Et donc on va commencer cette vidéo avec le numéro 16 de cette liste, à savoir les aventures de Pinocchio. C'est écrit par Carlo Collodi, c'est ça. Il est sorti en 1883 et il a été vendu à plus de 80 millions d'exemplaires. Et on est sur un livre que j'ai lu étant adulte. Je l'ai lu et je l'ai présenté en update il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 4-5 ans quand même, sur la chaîne, mais j'avais déjà ma chaîne, j'étais déjà adulte quand je l'ai lu. Et ça fait partie des livres jeunesse qui sont propres à leur temps et qui à lire aujourd'hui sont pour moi extrêmement problématiques, notamment pour les enfants. En gros, on connaît tous l'histoire de Pinocchio, on connaît tous le dessin animé, je pense, sauf que dans le livre, en fait, moi j'ai pas énormément vu le Pinocchio, le film, donc je sais pas si c'est autant présent ou pas, mais en gros, donc je vais pas vous faire la fond de vous résumer l'histoire de Pinocchio, mais dans le livre, on explique très clairement qu'un enfant qui n'écoute pas ses parents, peu importe ce que ses parents lui disent, est un mauvais enfant. On explique qu'un enfant doit toujours écouter les adultes, qu'un adulte a toujours raison, et c'est pas dit clairement, mais si l'adulte a toujours raison, et que l'enfant n'est pas d'accord, l'enfant a toujours tort, en fait. Pour moi, c'est extrêmement problématique. Alors, c'est un livre écrit à une époque où on fermait beaucoup les yeux. J'allais dire on ne savait pas, mais non, on fermait beaucoup les yeux sur ce que les enfants subissaient des parents, sur ce que certaines familles mettaient en place, etc. En termes de punition basique et en termes de, comment dire, d'agression beaucoup plus violente parfois. Mais en fait, apprendre ça aux enfants, c'est leur apprendre qu'ils n'ont aucun libre arbitre, qu'ils doivent juste se taire, rester assis et écouter. Et pour moi, c'est pas comme ça qu'on doit éduquer un enfant aujourd'hui, ni même dans les années 1800 d'ailleurs, mais alors aujourd'hui encore moins. Vraiment, pour moi, il est extrêmement important, si tu lis ça à ton enfant ou si tu fais lire ça à ton enfant aujourd'hui, de bien lui expliquer que
c'est plus comme ça aujourd'hui en fait. Parce que vraiment pour moi, le principe d'éducation présent dans ce livre est extrêmement problématique. Vraiment j'avais été extrêmement choquée à la lecture de ce livre-là. Je pense que je ne l'ai même pas gardé dans mes bibliothèques aujourd'hui. Mais vraiment c'est... Je suis fondamentalement pas d'accord avec ce livre-là, mais je l'ai lu. Le livre suivant, je l'avais tenté, il est sorti beaucoup plus récemment puisqu'il est sorti en 2003 quand même, et donc c'est le Da Vinci Code de Dan Brown évidemment, qui s'est vendu aussi à plus de 80 millions d'exemplaires. J'avais commencé le film, ça m'a saoulé, j'ai arrêté, je me suis dit je vais lire le livre, j'ai rien compris, j'ai arrêté. Voilà, on est sur un mix entre de l'histoire et des enquêtes sur des morts, en fait, des meurtres. Mais vraiment, j'ai perdu, j'ai pas compris je sais pas, ça m'a pas... En fait, je me suis sentie très conne en lisant le livre. Je sais plus dans quel sens j'ai fait, c'est d'abord j'ai essayé de lire le livre et ensuite j'ai regardé le film, ou l'inverse, comme je vous l'ai dit. Mais quand j'ai lu le livre, je me suis sentie extrêmement conne, je comprenais pas grand chose. Et puis, c'est pas l'histoire que je voulais en fait. Moi, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas ce que je voulais, et pourtant, ce que j'ai eu correspond à la description qu'on m'avait donnée du livre. Mais c'est quand même pas ce que je voulais. Donc c'est pour ça que je me suis posé des questions, je me suis dit peut-être c'est moi qui ai mal compris, peut-être c'est tant pis, je vais pas le lire et puis c'est tout. Et le film, oh là là, je crois que j'ai regardé une demi-heure du film, c'est long, mais c'est long, oh là là. Vraiment c'est très long, il se passe pas grand chose. Et en fait, il y a la part d'histoire et la part d'enquête. Moi ce qui m'intéresse c'est l'enquête, et j'ai pas de problème avec le fait que tu me donnes de l'histoire, etc. en parallèle pour étoffer ton récit, vas-y ok, tu vois. Mais il faut pas que ça étouffe ton récit en fait. Et là vraiment, pour moi c'était trop, vraiment c'était trop lent. Je comprends pas l'engouement général jusqu'aux 80 millions d'exemplaires vendus pour ce livre. Vraiment je suis passée à côté quoi. Le 18ème, on va y passer rapidement puisque c'est une saga extrêmement connue et que j'ai déjà parlé du tome 1 dans la première édition, puisqu'ici on a Harry Potter et la Chambre des Secrets, sorti en 1998, écrit donc par J.K. Rowling, et vendu à plus de 77 millions d'exemplaires. Qu'un tome 2 se vende autant, c'est juste... Enfin, c'est pas pour rien que c'est la saga la plus lue au monde et la saga la plus populaire au monde. Enfin, je veux dire, qu'un tome 1 se vende beaucoup et plaise beaucoup et il fasse autant de bruit que du coup tout le monde l'achète pour le lire, c'est un fait, mais que autant de monde achète le tome 2, ça veut dire que quasiment tous ceux qui ont lu le tome 1 ont aimé, tu vois. Enfin, bref. Le 19ème, je le connais pas, et ça m'a l'air extrêmement chelou. Il s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Livre de Napoléon Hill et Thérèse Gendreau. On n'a pas la date de sortie, et il s'est vendu à plus de il s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires, paru en 1937, par Napoléon Hill seul. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais sinon, le livre écrit par les deux serait a priori sorti en 2007 en France. Je sais pas, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un truc de développement personnel ou alors d'économie? Je sais pas, c'est très bizarre. Grâce aux révélations qu'il contient, découvrez les moyens concrets de multiplier vos richesses. Vous serez ébahi de la facilité avec laquelle vous surmonterez les obstacles qui vous ont jusqu'ici tenu loin de la prospérité. Bon bah ça m'étonne pas qu'un livre pareil se soit énormément vendu. Je suis maintenant pas sûre que ce soit réellement utile à tout le monde. En fait, pour moi, tout le monde ne peut pas devenir riche de la même manière parce que tout le monde n'a pas la même définition de ce que c'est que d'être riche, n'a pas le même montant, par exemple, en tête. Du coup, ça me met très mal à l'aise ce genre de livre. Vraiment, je comprends que ça intéresse beaucoup de monde et qu'on les écrit, etc. etc. D'ailleurs, eux-mêmes ont dû devenir riches en écrivant ce truc-là, tu vois. Mais ouais, je sais pas, ça me... En fait, je trouve ça extrêmement superficiel de juste vouloir être riche pour être riche, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça me... Je sais pas, ça... Ouais, ça me met à l'aise. Donc on va passer au livre suivant. Le livre suivant, les trois livres suivants, on va y passer extrêmement rapidement dessus, puisque le numéro 20, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, sorti en 1999 et vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Le numéro 21, c'est Harry Potter et la coupe de feu, sorti en 2000 et vendu à plus de 65 millions d'exemplaires. Le numéro 22, c'est Harry Potter et l'ordre du Phénix, sorti en 2003. Elle met de plus en plus de temps à les écrire.
est vendu à plus de 65 millions d'exemplaires toujours. Le numéro 23, c'est Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, sorti en 2005, est vendu à plus de 65 millions d'exemplaires toujours. Et le numéro 24, c'est Harry Potter et les Reliques de la Mort, sorti en 2007, est vendu à plus de 65 millions d'exemplaires toujours. Et tous ces livres sont bien évidemment écrits par J.K. Rowling. Ce qui prouve ma théorie sur les tomes. C'est-à-dire que là, les tomes qu'elle a écrits, les tomes d'Harry Potter sont dans l'ordre. C'est-à-dire que le premier c'est vendu le plus des 7, le 2 est en numéro 2, le 3 est en numéro 3, etc. Je voulais vraiment lister dans l'ordre, et c'est dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste, parce que le premier c'est beaucoup plus vendu que le deuxième, qui c'est lui-même plus vendu que le troisième, etc. J'en avais déjà parlé en vlog, il me semble, quand moi j'achète mes livres principalement d'occasion. Et quand on a une grande saga comme ça, plus t'avances dans la saga, plus c'est difficile de trouver les livres d'occasion parce que le tome 42 s'est vendu beaucoup moins que le tome 2 et le peu de gens, entre guillemets, il peut s'être vendu beaucoup, hein, mais les gens qui ont acheté ce tome 42 c'est parce qu'ils le veulent, parce qu'ils le gardent et donc ils vont pas le revendre d'occasion. Et donc le tome 42 tu galères à le trouver d'occasion. Bon, c'est pas valable pour des grandes sagas comme Harry Potter parce que il y a tellement d'éditions et tellement de possibilités qu'il y a beaucoup de tomes d'Harry Potter qui se revendent aujourd'hui d'occasion, mais voilà, ils sont tous dans cette liste. Les 7 tomes d'Harry Potter sont dans cette liste et sont avant le numéro 25, si vous vous rendez compte du truc. Alors qu'ils sont sortis après les années 2000, quand ceux qui sont au même niveau qu'eux ou juste avant sont sortis pour la plupart dans les années 1800 ou début des années 1900. Il y a peut-être une ou deux exceptions, mais franchement c'est fort, et je pense que Harry Potter est l'une des raisons, si ce n'est la raison principale selon moi, pour laquelle on a autant de booktubeurs et booktubeuses aujourd'hui, pour laquelle autant de gens de ma génération lisent aujourd'hui, parce que Harry Potter c'est sorti début des années 2000. Au moment où sort le premier Harry Potter, j'ai pas l'âge de le lire, mais donc en fait les gens qui sont nés 5 à 10 ans avant moi et 5 à 10 ans après moi, quasiment tous ces gens ont lu Harry Potter. Enfin, tous les gens qui lisent encore aujourd'hui, qui ont des chaînes booktube, etc., ils ont quasiment tous lu Harry Potter. Ou alors, s'ils n'ont pas lu Harry Potter, c'est parce que ils n'avaient pas envie, ils sont passés à côté, mais ils lisent quand même aujourd'hui, parce que des gens qui ont lu Harry Potter parlent de lecture aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est pas mal la raison qui fait qu'on lit aujourd'hui, vraiment. Bref. En numéro 25, on a l'attrape-cœur de J.D. Salinger, évidemment, sorti en 1951 et vendu toujours à plus de 65 millions d'exemplaires. J'ai l'impression que 65 millions d'exemplaires, c'est le chiffre pour tous les livres qui vont suivre là. Je crois que j'avais tenté le film, l'adaptation, et j'ai pas compris pourquoi ça se répétait. Je sais pas, si vous avez lu ou vu le film, je pense que vous verrez de quoi je parle, mais en fait tu commences le film, tu as une scène avec le personnage, mes cheveux m'agacent, excuse-moi, tu as une scène avec le personnage principal, etc., donc cet homme, je sais plus ce qu'il fait, et au bout de 20 minutes, une demi-heure, ça recommence depuis le début. Ça m'agace. Vraiment ça m'agace. J'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris. C'est un livre que j'ai jamais voulu lire et que j'ai jamais tenté. Franchement ça m'intéresse pas. Je connais même pas trop le résumé pour tout vous dire. C'est l'histoire d'amour peut-être, avec un homme en personnage principal, ce qui change, mais ouais je sais pas, ça m'attire pas. Attendez. Holden Caulfield évoque les relations avec ses camarades de Pencey, en particulier Stardley et Hartley, non mais rien que les prénoms, franchement c'est chiant, qu'il qualifie de superficiel. Après avoir été renvoyé du lycée, il fait rapidement ses bagages et quitte son internat dans la soirée. Il décide de ne pas regagner directement l'appartement familial et prend un train pour New York où il réserve une chambre dans un hôtel sordide. Il rencontre 3 jeunes filles de Seattle dans un bar et passe la nuit à danser. Il invite une prostituée dans sa chambre et discute avec elle, préférant ne pas avoir de rapport sexuel. Le résumé fait 40 000 lignes, vraiment, alors je sais pas, mais parce que le peu que j'ai lu, franchement ça m'intéresse pas. Hein. Un pauvre gars qui se fait virer du lycée et qui va à New York pour rencontrer une prostituée et des filles dans un bar, bah... Enfin, moi ça me... En fait, avec un résumé pareil, je commence à pu devenir un des plus grands classiques de la littérature. Alors c'est probablement une critique de l'époque, etc. Mais enfin présenté comme ça, moi j'ai pas envie de lire le livre quoi. Vraiment ça m'intéresse pas. Ensuite on a un livre que j'ai tenté et que je n'ai pas du tout aimé. Il me semble que j'en ai parlé parce que je crois que
Du même auteur, il y a un autre livre plus haut dans la liste, donc ici c'est le numéro 26, L'Alchimiste de Paolo Coelho, sorti en 1988, et oui, on dit Coelho, si vous ne le savez pas. Bref, donc vendu aussi à plus de 65 millions d'exemplaires. Je l'avais commencé, en plus je l'avais dans une super belle édition, relié, hardback, tout ça, c'était magnifique. Il y avait du jaspage, enfin bref, c'était un truc trop beau. Et je crois que l'Alchimiste, je l'ai lu en entier et c'est l'autre que j'ai abandonné. Je sais plus. Je sais plus, mais je sais que c'est beaucoup trop poétique pour moi, en fait. Vraiment, je me sens très con quand je lis le livre parce que l'auteur part dans des errances poétiques, vraiment, et l'histoire en elle-même doit faire 3 pages, et tout le reste, c'est que de la belle écriture. Et encore une fois, je suis peut-être très con, mais juste une belle écriture, ça ne suffit pas, en fait. Enfin, vraiment, tu peux me faire des paragraphes et des descriptions entières avec une belle plume, des belles phrases, etc., et tout ce que tu veux. Si ça ne fait pas avancer l'histoire, ça sert à rien, quoi. Enfin, vraiment, je suis désolée, mais écris bien et écris des choses qui font avancer l'histoire, écris des événements qui se passent. Mais là, ça me saoule. Vraiment, si c'est pour juste lire des belles phrases, bah, n'écris rien en fait. Enfin, vraiment, des belles phrases où il se passe que dalle, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Voilà. Donc, je préfère un livre pas très bien écrit, mais où il se passe des choses, qu'un livre beaucoup trop bien écrit, à tel point que bah, c'est que des descriptions de paysages, de personnages, de caractères, ou des réflexions internes qui ne font pas avancer l'histoire. Enfin, moi, ça me fatigue. Vraiment, vraiment, ça me saoule. Une belle plume juste pour une belle plume, moi, je trouve ça chiant. Donc, je suis désolée pour Paolo Coelho, mais là, ça ne l'a pas fait du tout. Ensuite, on a Sur la route de Madison, sorti en 1992 et écrit par Robert James Waller, vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Et là, ça a été adapté en film, et pour moi, ça fait partie de ces livres où le film est tellement connu, c'est devenu un si grand classique du cinéma qu'on en a oublié qu'à la base, c'était un livre, en fait. Vraiment, c'est... Moi, tu me dis Sur la route de Madison, j'ai l'affiche du film dans la tête, alors que j'ai jamais vu le film, j'ai jamais lu le livre, mais vraiment c'est ça qui me vient en premier. Je sais même pas te dire qui l'a écrit, je sais même pas te dire sur le coup que c'est adapté d'un livre, vraiment. Et alors je connais pas le résumé, mais alors je n'ai aucun doute sur le fait que le résumé va être encore long de 14 km et va me paraître absolument nul, mais écoutez, on va le lire quand même. Le livre est tellement beaucoup moins connu que le film que je suis obligée de rajouter livre à la fin de ma recherche pour avoir bien la page Wikipédia du livre et pas du film, parce que sinon, la première truc qui sort, c'est la page Wikipédia du livre. Et là encore, je suis encore sur le film. Mais c'est fou! Bon, bah je vais aller sur Google directement parce que je n'arrive pas à avoir la page Wikipédia du livre. J'ai l'impression qu'elle n'existe même pas. La page du film existe, film de Clint Eastwood, tout ce que tu veux, etc. C'est marqué sur la page du film que c'est adapté d'un livre, mais tu n'as pas, même quand je clique sur l'auteur, il n'y a pas de lien vers la page du livre en fait. Un vrai roman d'amour d'une sensualité subtile et torride, emporté par une attirance physique irrésistible, un homme et une femme, dans la force de l'âge, vont s'aimer avec toute la fougue de la jeunesse retrouvée, un rêve, une passion qui hante chacun de nous. Voilà. Bon, c'est même pas un vrai résumé. Le film de Clint Eastwood avec Meryl Streep et Clint Eastwood a bouleversé le monde entier. On retient vraiment le film et pas le livre, ce qui est un petit peu dommage. Et alors, à lire ça, sachant que le film est sorti en 95 et que le livre est sorti en 92, c'est extrêmement risible pour tous les gens qui nous disent aujourd'hui que lire de la romance, franchement c'est nul. L'un des plus grands films du monde et l'un des plus grands livres du monde, sorti dans les années 90, est une immense histoire d'amour entre un homme et une femme irrésistiblement attirés l'un à l'autre. Vraiment, c'est abusé à quel point les générations d'avant ne font que nous critiquer alors qu'en fait ils ont fait la même chose. Ça me rappelle, on a les mêmes critiques sur les musiques et les paroles des musiques sorties dans les années 2000, 2010, 2020. Tous les gens des années 80 sont en mode franchement c'est n'importe quoi ces paroles, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. Mais allez regarder les paroles des chansons françaises des années 80, Plastique Bertrand et compagnie, là je sais pas en quelle année c'est sorti, mais c'est pas sorti en 2000 c'est sûr, je vais quand même vérifier. Mais vraiment cette critique juste pour critiquer alors que eux-mêmes ont fait la même chose dans leur jeunesse, vraiment j'ai le sourire, ça me fait rire, mais cette hypocrisie c'est terrifiant vraiment, bref.
Voilà, Ça plane pour moi, c'est sorti en 1977. Allez voir les paroles de Ça plane pour moi si vous connaissez pas. C'est n'importe quoi. Allez hop, blablabla. Franchement, il n'y a aucune phrase correcte dans cette chanson. Bref, on va passer au livre suivant. On n'est pas là pour parler musique, on est là pour parler littérature malgré tout. Le numéro 28, c'est Les Aventures de Sherlock Holmes, tome 1 de Monsieur Arthur Conan Doyle, évidemment sorti en 1887 et vendu à plus de 60 millions d'exemplaires, ce qui me paraît très peu pour Sherlock Holmes. Vraiment, il y a eu tellement d'éditions et de rééditions et c'est quand même encore extrêmement connu aujourd'hui, ça me paraît bizarre qu'il soit si bas dans la liste. Je crois que je l'ai dans ma palle, celui-ci. J'ai commencé à lire du Sherlock Holmes et en fait je les lis dans l'ordre dans lequel il les a écrits. Donc le premier il me semble que c'est une étude en rouge ou alors l'affaire des quatre, un truc comme ça. L'un c'est le premier, l'autre c'est le deuxième ou inversement. Vous avez compris. Et donc les aventures de Sherlock Holmes, je ne les ai pas encore lues parce que je n'y suis pas encore arrivée. Je crois que je les ai dans ma palle. Attendez, je vais regarder. Ce que j'ai, c'est les mémoires de Sherlock Holmes. Je sais pas si c'est le même histoire, les mêmes livres ou pas. Il est là, voilà, je l'avais pris dans une petite édition collector en poche, donc de Conan Doyle évidemment. Je sais pas si c'est la même chose, les mémoires de Sherlock Holmes et les aventures de Sherlock Holmes. J'avoue que j'ai un peu du mal à m'y retrouver dans sa bibliographie et dans tout ce qu'il a écrit. Parce que je pense que ça a été publié en partie pareil dans des journaux, en feuilleton, ça a été publié en sorte de mini-novella, de petites nouvelles comme ça, en forme de recueil de nouvelles. Et en fait, c'est très difficile, avec les traductions à chaque fois de titres et les rééditions qu'il y a eu à chaque fois, de savoir quel livre est quel livre. Vraiment, je pense que les mémoires de Sherlock Holmes, c'est la même chose que les aventures de Sherlock Holmes, mais je n'en suis pas sûre. Et je pense que c'est pour ça que le chiffre est aussi bas, parce que s'il ne comptabilise que les éditions avec précisément ce titre-là, alors que ça a été édité, réédité, retraduit, etc., bah c'est pas juste, en fait, en termes de nombre de ventes, selon moi, mais ça me paraît vraiment bizarre que le Conan Doyle soit aussi bas dans la liste, mais bon. En tout cas, moi je l'ai dans ma palle. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de Conan Doyle, mais peut-être que d'ici la fin de l'année, je lirai celui-là. On verra. Le numéro 29, c'est 20 000 lieues sous les mers, sorti en 1869, la vache, de Jules Verne, vendu à plus de 60 millions d'exemplaires aussi. J'aurais pas dit que c'était si vieux que ça. Enfin, en fait, j'ai pas... Oui, c'est ça, ça veut dire que Sherlock Holmes est sorti après 20 000 lieues sous les mers. J'aurais dit que c'était largement avant, mais écoutez... Bref, de Jules Verne, j'ai lu Le Tour du Monde en 80 jours et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, il me semble que j'en ai un autre dans ma palle de Jules Verne. Il faudrait que je tente 20 000 lieues sous les mers et que... Ouais, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Le Tour du Monde en 80 jours. En plus, ce qui est bien avec ce genre de livre, c'est que ça reste des classiques de la littérature aujourd'hui. Mais contrairement à la littérature classique des années 1900, il me semble, donc en fait du mouvement classique en lui-même, c'est-à-dire les sœurs Austen, Zola, etc., qui courent quand même de la fin des années 1880 au début des années 1900. Je suis pas très sûre, mais il me semble que c'est un délire comme ça. Contrairement à ce mouvement classique pur et dur, les autres livres considérés comme classiques sont beaucoup plus courts et beaucoup plus digestes à lire que Émile Zola ou même Jane Austen. Franchement, Émile Zola et Jane Austen, pour ne citer que, c'est des livres absolument énormes, absolument. Enfin, c'est un nombre de pages. On est à plus de 500, plus de 600 pages faciles par livre, c'est super long, super chiant à lire selon moi. Alors que là, Le Tour du Monde en 80 jours, ça doit faire même pas 300 pages. C'est rapide à lire. Les Sherlock Holmes, c'est pareil, c'est rapide à lire. Ce que je vous ai montré là, le livre est quand même gros, mais il y a plusieurs histoires dedans, je pense. Donc ça se lit quand même... Vous voyez, une histoire, c'est rapide à lire. Et c'est vraiment cool. Et ouais, je sais plus lequel j'ai dans ma palle de Jules Verne. Ça se trouve, j'en ai pas. Si, j'en ai bien un, c'est Voyage au centre de la Terre, que j'avais essayé, que j'avais mis dans la pile à ne pas garder, à me débarrasser, et puis que j'ai décidé de remettre dans ma palle pour le retenter un jour. Donc, bon, je vais le retenter aussi, je pense, et peut-être qu'un jour, je dirais 20 000 lieues sous les mers que je n'ai jamais acheté, jamais tenté. Mais ouais, ça fait partie des livres. Autant il y a des livres de cette liste-là que vraiment, catégoriquement, je ne lirai pas, genre L'Attrape-Cœur, c'est mort, je le lirai pas, j'ai pas envie. Et puis il y a d'autres livres, comme 20 000 lieues sous les mers, où j'y pense pas dans mon quotidien, honnêtement, quand je vais sur Gibert pour faire une commande de livres d'occasion, c'est motivé par un livre ou deux que je veux trouver, que je cherche, et si je les trouve, je complète ma commande avec d'autres livres, parce que je vais pas juste commander un livre,
Mais Jules Verne, ça fait pas partie des livres que je vais regarder s'ils sont disponibles d'occasion, alors que probablement ils le sont. Mais j'y pense pas en fait. Faudrait que j'y pense. Et le numéro 30 qui sera le dernier de cette vidéo, d'ailleurs il va falloir que j'aille chercher le résumé parce que je connais pas le résumé. Donc ça a été aussi adapté en film et donc c'est Ben-Hur, sorti en 1880 et écrit par Lew Wallace et vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. Et alors là, autant celui de tout à l'heure, le Clint Eastwood là, c'est quoi le titre? Je ne sais plus, attendez. Autant sur la route de Madison, je savais dans un souvenir lointain qu'à la base c'était un livre, autant Ben-Hur, je ne savais même pas que c'était un livre. Et c'est pareil, là il nous parle que du film. Donc on va aller sur Booknote direct parce que ils n'ont retenu que les films de ces histoires-là, ce qui est quand même dommage. Alors on est aussi sur un film que je n'ai pas vu et qui honnêtement ne m'attire pas particulièrement. En ce temps-là, Rome régnait sur le monde et les peuples conquis, de la Gaule à la Grèce, de Carthage à l'Égypte, avaient oublié jusqu'au nom glorieux de leurs ancêtres. Seul un petit état ne courbait pas la tête, la Judée, car c'était son nom antique, était un fragment de l'ancien royaume juif conquis et morcelé par les Romains. Oui, en gros, c'est un peu comme dans 300, quoi. Enfin, c'est un mix de 300 et l'Astérix Obélix avec ce petit village qui résiste encore et toujours. Des courses de chars au combat, d'errance en aventure, il rencontrera sur son chemin l'amour et la révélation divine. Ce chef-d'œuvre de la littérature romanesque rendu célèbre par d'innombrables adaptations est ici présenté pour la première fois au public francophone dans sa version intégrale. Voilà. Préface d'Alain Decaux, sur l'édition qu'il y a là sur Booknote. Oui, donc en gros, c'est un mix de 300 et d'Astérix Obélix, comme je disais, ou alors même de Gladiateur avec ses courses de chars, etc. Ça fait partie des films que j'ai jamais vus. Et on s'est fait la réflexion avec monsieur. Alors, honnêtement, je lirai pas le livre parce que je pense que c'est un style beaucoup trop compliqué et franchement, j'ai la flemme de lire un livre comme ça. Mais regarder le film, pourquoi pas. J'ai proposé ça à monsieur, en fait, vous le savez si vous me suivez en vlog, on galère un peu à trouver des films et des séries à regarder ensemble. Et je me suis dit, plutôt que de chercher toujours les films récents qui sont sortis dans les années 2020 ou là en 2025, autant se tourner vers les grands classiques justement des années 70, des années 80 ou même des années 90 qu'on n'a pas vu. Donc Ben-Hur fait partie, je sais pas en quelle année est sorti le film, mais il a dû sortir avant 2000 je pense. Et pourquoi ne pas tenter ces grands classiques là, comme Sur la route de Madison par exemple, ou Les oiseaux se cachent pour mourir, que j'ai jamais vu non plus. Ça pourrait être chouette, et puis si ça nous plaît pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, parce que ça a mal vieilli, parce qu'on n'accroche pas, parce que... et ben on arrête de regarder, mais au moins on peut tenter. C'est ce que je lui ai proposé, donc je pense que je vais commencer à faire une liste de ce genre de films. D'ailleurs c'est pas le sujet de la vidéo, mais si jamais vous avez des idées de films de ces années-là à regarder, n'hésitez pas, ou des années 2000, hein, ça... peut-être qu'on les aura vus, peut-être qu'on les aura pas vus, mais on peut peut-être se faire une liste comme ça. Bref, en tous les cas, le livre je le lirai pas, c'est sûr, et je ne savais même pas que c'était un livre à la base en fait. Au moins j'aurais appris ça, peut-être que vous aussi, avec cette vidéo, mais ça fait un moment que je parle là pour cette vidéo, je sais pas ce que ça aura donné après montage, mais je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.